Alors, j'ai une question sur la société civile. Alors, ce matin, Delphine Orville, qui est rabbin au mouvement juif libéral de France, a dit sur les chaînes de France Culture que l'homme porte la kippa car l'homme est inférieur à Dieu. En revanche, la femme doit porter le voile car la femme est inférieure à l'homme. Alors, je ne dis pas les autres commentaires qui étaient encore plus blessants vis-à-vis de l'islam. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la première femme médaillée Fields est une Iranienne de confession musulmane. Selon Tariq Oubrou, qui est imam de Bordeaux, il existe une égalité ontologique entre la femme et l'homme en islam. Alors, selon Soeb Bencher, ancien moufti de Marseille, il devrait y avoir une charia par génération. Comme vous avez dit, la charia ne peut pas être immobile, la société évolue, donc le droit coranique, la charia aussi doit évoluer. Alors ma question est de savoir quel est le rôle de la société civile en général dans l'évolution de la charia, dans les différentes... là, vous m'avez désolé parce que ma question la plus profonde est à quand l'égalité de droit et de fait des femmes? Et quand vous me dites que les femmes maintenant organisent des ONG pour demander le port du voile, alors peut-être qu'ils estiment que le voile, c'est pas ça l'égalité exacte, mais de droit, est-ce qu'il y a une égalité? À quand l'égalité de l'héritage et tout ça? Et je pense qu'en Iran, la femme est beaucoup plus lionne, elle ne se laisse pas faire. Et je pense qu'il devrait y avoir des espoirs. Sinon, pour moi, c'est la désolation, comme M. Vasmin a dit ce matin. Si c'est ça l'évolution de l'islam, autant qu'il n'y ait pas de religion. Monsieur, allez-y, vous appelez. C'est Jaromat. Je suis un conseiller de l'ambassade d'Iran. Merci beaucoup de notre professeur, M. Dr. Narimzadeh. Seulement, je voudrais vous dire une petite remarque. Dans notre pays, Iran, nous avons un modèle, selon moi personnel, un modèle de démocratie unique dans le monde, qui est basé sur la religion, avec d'expérience de 37 ans, avec aussi des éléments importants de démocratie. Quand je regarde ma société, franchement, je dis que notre société est une société active et vivante. Je vous donne deux exemples. Par exemple, dans le domaine universitaire, quand je regarde, nous avons 63 personnes qui sont femmes étudiantes dans l'Iran. Nous avons maintenant 3 femmes qui sont vice-présidentes, des femmes qui sont très très actives dans notre assemblée. Et aussi des différentes associations qui sont actives dans le domaine des femmes, des droits des femmes. Quand je trouve une association active équivalente à Paris, j'essaie d'établir des relations entre les deux associations. Si vous aviez, je suis prêt. J'invite pour visiter, pour régler, par exemple, des tables rondes, des colloques, dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine des droits des femmes. On est prêt. Deuxième chose, notre ami, il parle sur l'ordre de l'orientation, la règle absolue. Je voudrais vous dire personnellement, c'est le mot. Quelle est votre question, monsieur? Petite remarque. 80 millions de personnes dans le mécanisme particulier de démocratie, il choisit une personne, le plus sage, le plus logique, courageux, et aussi une personne qui savante pour guider notre population. C'est très important pour nous. Une personne qui connaît bien la réalité des événements. La décision de notre suprême, de notre guide, c'est la décision de notre population. Selon moi, c'est la démocratie.
Merci beaucoup. Autre question? C'est une remarque. Oui. Si vous voulez, moi, une remarque pour répondre, parce que madame est restée, elle a posé une question. Il y a d'autres questions. Ah oui, vous avez autre question. Moi, je vais seulement dire une chose. Il y a peut-être une remarque seulement. Voilà, il y a une remarque. C'est que finalement, quand on parle d'une charia par génération, en réalité, en fait, c'est lié chez les chiites, comme je ne suis pas un grand spécialiste de religion, enfin, c'est les chiites, il y a l'ijtihad, il y a le devoir de réflexion, le pouvoir de réflexion est resté ouvert. Alors que les sunnites, il y a un certain nombre de siècles, ont fermé les portes de l'ijtihad, donc de la réflexion. Ce qui rend un peu la doctrine intouchable. C'est une question. Moi, je ne suis pas spécialiste religieux. Donc le problème, c'est que les médias n'informent pas correctement la population. Ça pose vraiment un problème grave sur le problème de désinformation. Ce matin, j'entends à la radio qu'il y a les sunnites et les chiites sont sectaires. Alors moi, je ne vois pas pourquoi les chiites seraient plus sectaires que les sunnites. vous savez, il ne faut pas chercher à comprendre. Hein. Bon, moi je voulais dire, Oui. on a parlé ici des droits de l'homme, de la société civile, et bon, on n'a pas parlé de choses bien concrètes, ok? Bien concrètes. À savoir, bon, par exemple en Iran, il y a eu le droit de vote des femmes, il y a eu quand même, à l'heure actuelle, il y a un revenu d'existence, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas, il y a au niveau de la santé, c'est l'équivalent de la CMU. Il y a eu des distributions, des dons de logements. Il y a eu l'accès des femmes dans les universités et politiquement. Bon, on devrait parler de ça parce que les droits de l'homme, c'est quand même une sécurité économique. C'est pas qu'une idée. On parle ici d'idées, les droits de l'homme, les droits d'expression, mais en fait, je pense que tout ça, ça mène quand même à une capacité de réfléchir, de s'organiser. Bon, et tout ça sous embargo quand même, mais ça a pu être fait. Et moi, j'aimerais un peu que les Iraniens ils parlent de ça, au lieu de parler des droits de l'homme. On attaque, bon, toujours l'Iran, République islamique, bon, l'accès des femmes, l'information, la planification des naissances, ça n'existe même plus en France. Bon, moi j'aimerais qu'on en parle de tout ça. Vous voulez répondre ou bien je pose à la question Je suivante? veux répondre aux deux dames. D'accord, oui. Bon, premièrement, en évoquant cette fracture sur l'histoire du voile, ça ne remet pas en cause les principes de droit qui régissent l'État turc. Hein. Les femmes et les hommes sont égalitaires, c'est une constitution de droit civil calquée sur le modèle suisse, donc je veux dire, il n'y a pas de sujet là-dessus. Hein, donc c'est simplement voilà, une nouvelle fracture qui s'est créée depuis que il y a une offensive, en tout cas de l'AKP sur ces questions-là. Bon, puis, juste une remarque, madame, on n'a pas. Le sujet d'aujourd'hui, c'était la société civile, c'était pas les droits de l'homme. Hein. Donc, non, on parle de société civile, ça veut dire les besoins de la société. Non, mais non, c'est pas les. C'est pas une abstraction de la société civile. Mais si justement on était là pour définir ce qu'il y avait dans les différents pays, et je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait quelqu'un qui ait critiqué la République islamique d'Iran, au contraire. Non. Non, mais je voulais souligner des choses qui ne sont pas soulignées habituellement. Bon, oui, non, allez-y. Bon, Attendez, oui, allez-y, monsieur. c'est M. Erdem, je suis président d'une association des idées kémalistes en France. Peut-être le conférencier, monsieur, il n'a pas parlé de la société civile en Turquie, mais il n'a pas parlé des associations ADD. Les ADD sont très forts en Turquie. Même en 2007, ils ont failli de changer le gouvernement. Monsieur le conférencier, il n'a pas parlé. En plus, il a parlé spécialement des sociétés civiles qui ne veulent pas changer le gouvernement ou bien contribuer à la démocratie en Turquie. Par contre, effondrement de l'État.
Et donc, on s'appelle du terrorisme. Donc, il faut bien distinguer les deux choses. Monsieur Naguib Zadeh a bien précisé que dans le Moyen-Orient, il y a deux États-nations, Iran et la Turquie. À part ça, on peut pas, il n'est pas facile de parler des sociétés civiles. Donc, si c'est une discussion scientifique, il faut parler de ça. Mais je trouve, Monsieur Kalapian, votre commentaire très idéologique, mais pas scientifique. Merci. Bon, merci. Vous répondez si vous voulez. Oui, bien sûr. En 10 minutes, je ne peux pas parler de toutes les organisations. Je voulais simplement montrer comment l'évolution politique du pays influait sur la structuration de la société civile. Bien entendu que les associations laïco-kémalistes existent, mais aujourd'hui on ne les entend pas beaucoup. Eh oui, non, mais vous êtes là, mais vous n'êtes pas en Turquie. On ne les entend pas beaucoup et il y a de bonnes raisons pour ça. C'est que, effectivement, c'est un pays qui est devenu très oppressant, très terrorisant. Bon, j'en ai pas parlé, mais si les élections de juin 2015 se sont plutôt bien passées sur le plan des libertés démocratiques, celle de novembre, même si le résultat n'est pas complètement contesté, bon, il se trouve quand même qu'il y a eu un certain nombre de méthodes qui ont été utilisées pour influencer ce résultat qui ne sont pas neutres. Mais bon, ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'est la capacité de la société civile à réagir à ce qui est en train de se passer. Voilà. Il n'y a pas de négation des associations laïco-kémalistes. En revanche, il y a une seule chose qui lie effectivement la plupart des organisations de la société civile en Turquie, c'est effectivement cette idée de l'État-nation, le nationalisme, qui est un nationalisme constitutionnel, qui est clairement donc affiché. Voilà. Moi, j'ai une petite remarque à notre ami de l'ambassade. Je n'ai pas dit que ce n'est pas démocratique, mais les Iraniens, sagement, ils ont choisi une instance avec la concentration de pouvoir pour ne pas être dispersés. C'est-à-dire, si la République islamique a perduré 35 ans, s'il n'y a pas de guerre civile, s'il n'y a pas de dispersion ou désordre en Iran, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a tout le pouvoir, il n'en profite pas, sauf dans le cas nécessaire. Alors ça, il faut, à mon interprétation, ça peut être à la place de l'État absolu, au-dessus. C'est parce qu'on ne peut pas vraiment à la fois avoir deux ordres tout à fait différents et contradictoires. Au-dessus, tout est démocratique, ça va être élu. C'est-à-dire, ça, ce sont les Iraniens eux-mêmes qui ont choisi cette instance. Je ne parle pas de la personne, mais de l'instance. Monsieur, allez-y. Attendez, après il y a une question là, la Bévière, et puis après, vous, monsieur. Moi? Oui. D'accord, très bien. Non, c'est celui qui a demandé la parole depuis. Merci. Merci. Awad Mohamed Larbi, je suis chercheur à l'académie. Juste pour préciser une chose, que la société civile internationale, c'est l'émanation de l'article 70 de la Charte des Nations Unies de 1945. Pourquoi cet article? Tout simplement, c'est pour essayer de donner au plan Marshall la possibilité de la reconstruction de l'Europe occidentale. C'est pourquoi les Nations Unies ont demandé à tous les États d'essayer de faire cette société civile. Secondo, revenons au monde arabo-musulman, au monde arabe et musulman.
sachant qu'au Xe siècle, l'âge d'or de l'islam, existaient déjà les sociétés civiles. Les sociétés civiles dans les tours. Et l'une des associations était présidée par al-Muslimin. C'était la mère du calife. Et cette association brillait sur les éclimes. Alors, c'est-à-dire les régions, les éclimes. Tous les éclimes envoient des enfants à bas âge pour être éduqués dans l'association de al-Mutawakkil. Je vous remercie. Oui, merci. Une remarque brève par rapport à l'intervention de Philippe Calfaillant, que je n'ai pas du tout pour ma part trouvé idéologique, mais au contraire, très en filiation historique. N'importe quel exposé a un contenu idéologique et des finalités politiques. Faut-il pouvoir l'argumenter et faire état de ses propres sources? J'ai trouvé qu'au contraire, la démonstration était assez convaincante. Et quand vous parlez, Philippe, des dernières élections sur lesquelles effectivement on peut se poser un certain nombre de questions, moi je reviens en amont, et là j'interpelle nos amis kémalistes, qui, sur le plan de la force politique, auraient dû mettre en cause l'engagement, le rôle des Nougris, de l'extrême droite turque, des mafias liées aux hommes d'affaires qui ont financé cette campagne et qui entourent de manière structurelle Erdogan et le pouvoir de l'AKP. Toute l'affaire soulevée par Hurriyet sur la façon dont les services turcs ont livré des armes aux gens de Jabhat al-Nusra, de la Sham et de tous les salafos djihadistes engagés en Syrie. Là, le travail de nos amis kémalistes d'opposition, on l'attend, on le souhaite, et on aimerait que vous puissiez le dire en France aux gens du Quai d'Orsay, M. Fabius, qui disait à une certaine époque que les petits gars de Jabhat al-Nusra font du bon travail. C'est ça qu'on attend aussi de votre part, vous, membres d'une association kémaliste, membre de la société civile turque et française. Merci, c'était juste une petite remarque pour faire. On va le faire. Merci. Monsieur. Oui, alors, ma question est sur la Turquie. Vous avez mentionné l'organisation de Fethullah Gülen, et j'ai l'impression personnellement que le président Erdogan est la victime d'un chantage, à la fois par l'organisation Gülen, mais par les services secrets américains et sionistes qui ont promu le séparatisme kurde, et qu'il y a là des contradictions qui sont difficiles à expliquer, peut-être. Il y a eu une tentative assez timide de rapprochement vers l'Iran, puis, enfin, il y a des différentes choses qui sont assez complexes et assez contradictoires. L'organisation Gülen, bon, on sait ce que c'est, il a été récupéré par les services secrets américains en 1999, si mes souvenirs sont précis. Elle est située en Philadelphie, et de là, c'est elle qui déstabilise la Chine, la Russie, etc. Vous pouvez peut-être nous dire quelque chose de plus précis à ce sujet? Monsieur. J'ai pris la précaution tout à l'heure de dire que c'était compliqué de comprendre ce qui allait se passer, précisément parce que je ne veux pas rentrer dans ce genre d'hypothèse dont je ne maîtrise pas tous les éléments. Certainement qu'il y a de la manipulation, mais je ne sais pas encore de la part de qui. En tout cas, les actions et les décisions qu'a pris Erdogan récemment sont assez risquées, parce que bon, s'attaquer à la fois à la Russie, déclencher la guerre avec les Kurdes, bien sûr continuer son combat contre la Syrie et se retrouver maintenant aussi confronté à des actions terroristes au sein même de la Turquie. Donc c'est là où je commence à avoir des doutes. Sur qui sont derrière les actions terroristes en Turquie. Et peut-être que là on va pouvoir comprendre ce qui est en train de se tramer. Vous m'entendez, j'espère. Je m'appelle Orgun, je suis conseiller de l'ambassade de Turquie à Paris.
j'ai suivi la discussion avec tous mes respects à l'exposé des intervenants et de l'exposé de M. Kalfayan. Juste toute petite remarque. Il faut distinguer l'organisation terroriste PKK et les Kurdes. Les Kurdes sont nos citoyens, sont nos frères. On vit ensemble depuis des siècles. On n'a rien à faire avec la population kurde qui souffre des difficultés qu'on vit ensemble. L'organisation terroriste PKK, c'est à part. Avant-hier, à minuit, ils ont installé une camionnette avec 1 tonne d'explosifs devant les logements de la police à Diyarbakır. Ils ont tué des bébés dans leur lit. Il faut juste faire cette distinction. À part cela, donc, ce sont les convictions personnelles de l'intervenant. J'ai tout le respect à ces pensées. Moi, je me vois, disons, dans cette formidable jeunesse, j'espère, de mon pays. Et puis, nous, on est habitués à vivre au bord du chaos, mais c'est une société forte, la société turque. On vit ensemble avec 2,5 millions de voisins syriens. On dépense 2 milliards de dollars chaque année. Et puis, si le bien-être de la Turquie est garanti, si on est en bon état, c'est l'Europe qui sera en bon état. Merci beaucoup. Si je pouvais faire une remarque sur ce que vous venez de dire, quand même, oui, bien sûr, 2,5 millions de réfugiés syriens, mais enfin la Turquie n'a pas été étrangère du tout à la constitution de ce corps de réfugiés quand même. Le rôle de la Turquie en Syrie, c'est très très discutable. Si vous demandez à des Syriens, je ne suis pas syrien, hein, mais demandez à des Syriens, vous verrez ce qu'ils en pensent. Monsieur. Je m'appelle El Mossadegh Hassan, je suis directeur de recherche associé au Centre de l'Orient contemporain à la Sorbonne Nouvelle. Ma question s'adresse au professeur Ahmed Najibzadeh. Bon, si on se réfère à la constitution de la société civile, on ne pourrait pas s'en passer de l'approche de la modernité effectuée dans le principe de philosophie de droit de Hegel, celui qui a institué cette dialectique entre la famille, l'État et la société civile. Si je me référerais aux travaux d'Ernest Gellner, qui a beaucoup travaillé sur la société marocaine par exemple, ou les sociétés fragmentaires, ce qu'il a remarqué, que si par exemple l'État moderne était la détentrice de la légitime violence, dans les sociétés orientales, on trouve que les tribus, par exemple, étaient détentrices de la légitime violence. Ce qui peut expliquer, par exemple, que l'individualisme, au sens libéraliste du terme, n'a pas émergé dans nos sociétés orientales parce que le collectif primait sur l'individu. Et que pour exercer n'importe quelle autorité, même s'il soit symbolique, il fallait, dans les constitutions, je dirais, culturelles, trouver une institution qui pourrait asservir les intérêts divergents. Et je me réfère aussi au Maroc, si vous voyez bien, dans le XVIIe siècle, le processus de l'unification, ce qu'on appelait l'État marocain, a émergé à partir de l'unification forcée des différentes tribus qui existaient à l'époque. Même chose qu'a été faite en Arabie Saoudite par l'intégration forcée et pour constituer un nouveau État. Donc, je pourrais vous demander, est-ce que vous considérez qu'il y a un déterminisme au sens libéral du terme, qu'on doit suivre le processus qui a émergé à partir des années-lumière, ici en Europe, pour qu'on arrive à la fin et de dire que, bon, il existe une société civile. Je crois que les contre-pouvoirs que possédait la tribu, dans le sens péjoratif du terme, valaient ou équivalaient ce que peut détenir maintenant un État moderne. Merci.